Amitaba, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un autre sujet assez profond qui m'a toujours une fois été proposé par un abonné. Et ceux qui proposent des sujets, il faut savoir que vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Et en même temps aussi, on privilège parfois les thèmes les plus importants, les thèmes sur lesquels on peut le plus s'étaler et les sujets aussi qui sont les plus faciles à traiter en fait. Il y a des sujets qui sont très difficiles à traiter car la véracité parfois du propos peut être diverse selon les expériences de tout un chacun, dans le plan spirituel bien sûr. Donc aujourd'hui nous allons parler des sociétés secrètes dans les traditions africaines. Nous allons nous intéresser généralement plus particulièrement au cas du Cameroun, dans les sociétés secrètes mystiques donc à caractère on va dire négatif, parce que celles qui sont positives, je pense que nous en avons déjà assez. Nous avons déjà assez d'informations les concernant. Nous allons nous concentrer sur celles qui sont négatives, vu que la sœur qui a posé cette question, elle se trouve en France. C'est une Camerounaise qui vient de la région de l'Ouest Cameroun. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, à vous abonner massivement, à liker, à partager et à activer la cloche de notification. Au Cameroun, comme dans presque tous les pays d'Afrique, la spiritualité occupe une place centrale dans la vie quotidienne des personnes. Donc, le monde invisible rythme le quotidien de tout citoyen africain, de tout citoyen noir africain. Même si certains vont dire qu'ils ne sont pas trop ancrés dans la spiritualité parce qu'ils sont des religieux, mais cela sera à tort et cela parfois même être considéré comme ridicule parce que la religion est un courant spirituel. Sauf que la religion est le côté exotérique d'une forme de spiritualité, parce que toute spiritualité a un côté exotérique dans ce qui est exposé au grand public et un côté ésotérique qui est réservé à une certaine élite. Nous prenons le cas du christianisme avec la gnose. Nous pouvons aussi parler du cas du judaïsme avec la Kabbale, ou le cas de l'islam avec le soufisme. Donc toute spiritualité, toute religion a un côté qu'on montre aux gens et un côté plus profond qui est réservé à une certaine élite. Parce que le pouvoir est quelque chose de dangereux lorsqu'il tombe entre des mauvaises mains. Donc nous allons développer aujourd'hui quelques exemples, quelques méfaits du fait de donner le pouvoir à n'importe qui. Donc comme je disais, la spiritualité est comme ça le nerf de la vie quotidienne des Africains. En plus de cela, vous vous rendrez compte par exemple au Cameroun que encore aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des procès de sorcellerie. Il y a un tribunal spécialisé dans ça dans la ville de Yaoundé. J'oublie le nom de ce tribunal, mais je vous invite à aller vers ce tribunal-là. Vous allez entendre des choses. Donc, ne nous égarons pas, rentrons dans notre sujet. Le côté obscur de la spiritualité, le côté obscur des sociétés secrètes en Afrique. Ces sociétés secrètes peuvent avoir plusieurs noms selon les peuples, dont les plus connus sont le Nkom et le Famla, ici au Cameroun. Et il y en a plusieurs appellations selon les différents peuples. Il faut savoir qu'un pays comme le Cameroun compte plus de 200 ethnies, donc 200 langues différentes. Cela peut s'appeler de n'importe quelle façon. Mais comment fonctionnent ces sociétés secrètes? Ces sociétés secrètes sont généralement animées par un esprit qui est considéré comme la divinité des adeptes de ces sociétés secrètes-là. Il s'agit d'un esprit qui peut parfois être un esprit démoniaque ou un esprit élémentaire, donc un esprit qui provient des 4 éléments. Maintenant, l'esprit élémentaire est généralement, lorsqu'il s'agit d'un esprit élémentaire, il est généralement lié au relief, on va dire comme ça, à l'environnement dominant du peuple où il est basé en fait. Donc, si on partait dans les peuples côtiers, ça sera peut-être facilement une sirène qui sera l'esprit maître, l'esprit divin de ces sorciers-là. On part peut-être dans les peuples de la forêt, ça sera un esprit de forêt, comme l'Ivou par exemple. Donc, il y a un esprit qui apporte les pouvoirs à ces entités-là. Généralement, on dit souvent dans un langage commun que la sorcellerie se cache dans le ventre. C'est pour dire quoi?
cet esprit met dans le ventre de l'adepte à travers le nombril, ou alors lors du rite initiatique, on te donne quelque chose à manger. Donc, généralement, dans d'autres cas, on peut te donner une noix de palme, d'autres cas, on peut te donner un cœur ou de la chair humaine à manger. Donc, quand on te donne donc cela, tu ingurgites cela lors du rite initiatique, c'est pour permettre à l'entité d'installer, on va dire comme ça, sa graine en toi, pour que tu puisses établir un lien avec l'entité et bénéficier des pouvoirs mystiques de cette entité-là. Voilà d'abord comment ça commence. Maintenant, quand le lien est établi, il faudrait que cela soit nourri. Il faudrait que cela puisse grandir en fait. C'est pour ça que ces personnes généralement marchent en confrérie et en confrérie de sorciers. Et généralement, dans la totalité des cas, ils marchent toujours en chiffre pair. Comme on vous dit souvent, si vous voyez un sorcier dans votre famille, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Et si vous attrapez un troisième, ça voudra dire qu'il y a un quatrième. Ainsi de suite. On peut se retrouver dans ces sociétés secrètes africaines, comme le FAMLA par exemple. On va prendre le cas du FAMLA, on va appeler tout ça FAMLA. On peut se retrouver dans le FAMLA de manière, on va dire, inconsciente, et on peut se retrouver dans le FAMLA de manière consciente. Généralement, pour qu'on puisse te prendre dans le FAMLA, il faut quelqu'un qui te tienne la main en fait. Tu ne te diriges pas vers eux. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de la société qui t'y amène. Ça peut être un parent, ça peut être un ancêtre, voilà. Et dans d'autres cas, par exemple, si c'est que le père ou la mère, généralement c'est la mère qui transmet ça aux enfants de manière naturelle. Maintenant, si le père veut transmettre son femme-là à l'un de ses enfants avant de décéder, il pourra transmettre cela, mais pour que l'enfant puisse en prendre pleine possession de cela de manière active, il va falloir que quelqu'un lui tienne la main pour l'y amener. Dans l'autre cas, généralement aussi, c'est plus masqué dans les réunions, les tontines. Les tontines, ce sont des rassemblements, des regroupements de personnes qui s'associent et ils font des cotisations d'argent où chaque semaine ou chaque mois, alors une personne bouffe l'argent que les autres ont collecté. Maintenant, vous pouvez vous retrouver comme ça dans une tontine où votre ami, votre copine vous y a amené. Une fois là-bas, vous vous rendez compte qu'on vous demande parfois, pour faire partie de la tontine, tu vas venir avec une chèvre, ou tu dois venir avec 2 chèvres ou alors 2 coqs. Généralement, c'est comme ça. Ou alors parfois, on te demande de te faire bouffer la tontine de manière très rapide. Lorsque tu bouffes la tontine, lorsqu'ils te donnent leur argent, ils te disent donc l'argent que tu manges là, l'argent qu'on te donne et que tu as déjà dans tes mains, on ne peut plus le reprendre. Pour ne pas avoir des problèmes, tu dois nous offrir ta fille ou alors ton père ou quelqu'un de n'importe qui en fait. Mais généralement, c'est un membre de la famille. Dans le cas où on te demande parfois 2 chèvres ou 2 coqs, lorsque tu amènes les chèvres, les coqs et qu'ils entrent déjà dans cette maison-là, dans ce lieu de réunion, on te dit le coq et la poule, parce que c'est généralement le mâle et la femelle, le coq que tu as amené symbolise ton père, la poule symbolise ta mère, si les deux sont encore vivants. S'ils ne sont pas vivants, donc c'est généralement, on prend d'abord les parents. Si tu n'as pas de parents, on prend les enfants. Si on ne prend pas s'il n'y a pas d'enfants, on prend tes frères et sœurs. C'est comme ça que ça passe. Maintenant, si un parent est mort, si ton père par exemple est mort, ça veut dire que la poule va représenter ta mère et le coq va représenter l'un de tes enfants, l'un de tes fils. Voilà. Donc c'est généralement comme ça. Voilà comment on entre dans cela. Donc vous pouvez vous retrouver dans une réunion en pensant que c'est une réunion, c'est une tontine qui est bonne, mais sans le savoir, vous êtes allé entrer dans une secte, dans un cercle occulte en fait, où se pratiquent des rites de magie noire, on va dire des rites sataniques. Parce que ces ordres-là sont très spécialisés dans les crimes rituels, dans les sacrifices humains, dans tout ce qui est le plus obscur de la spiritualité. Donc, on ne part pas là-bas pour s'amuser. Même quand vous allez chercher leur argent, apprêtez-vous à verser du sang. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand vous faites partie de cette confrérie-là, vous faites partie de cette société secrète, et qu'on vous a initié à ça, on vous a donné vous avez déjà ce pouvoir-là. Il faut savoir que étant à l'intérieur, il y aura des sacrifices que vous allez faire, parfois chaque année, parfois chaque 6 mois, ça dépendra. Parce que généralement, il y a un moment, parfois c'est chaque premier lundi, parfois on choisit un jour dans le mois, ça peut arriver qu'on dit chaque premier lundi du mois, il faut un sacrifice humain. Et chaque fois que ça arrive, ça sera sous forme de circulation. Donc, si A fait le sacrifice, la prochaine fois, ça sera au tour de B de faire le sacrifice, ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle soit complète. Après, on recommence cette boucle. C'est une boucle sans fin. Donc, ces sectes-là, on va dire ça comme ça, généralement fonctionnent avec du sacrifice humain.
Maintenant, à quoi servent ces sacrifices humains? Ces sacrifices humains sont généralement offerts à l'entité afin de recevoir de cette entité certains bienfaits qui peuvent être une augmentation du pouvoir mystique ou alors des richesses matérielles. Dans le cas du FAMLA spécifiquement, c'est plus basé sur l'obtention des biens matériels. Dans le com, dans le com par exemple, c'est plus pour l'obtention des pouvoirs mystiques qui pourraient servir par exemple à avoir une promotion, à pouvoir dominer sur ses concurrents, ce genre de choses. Donc avoir du pouvoir mystique. Voilà comment ça se passe. Maintenant, lorsque ça arrive à votre tour de faire le sacrifice, généralement, dans les débuts, dans d'autres cas, dans les débuts, pour l'entrée, on vous demande 2 personnes proches. Maintenant, dans les sacrifices quotidiens, parfois vous pouvez aller jusqu'à donner des personnes lambda que vous rencontrez dans la rue, ça peut être votre copine et autres. Mais sauf que la personne n'est pas choisie au hasard. Généralement, les personnes les plus choisies, les plus prisées sont celles qui ont un très fort potentiel mystique. Donc, c'est des personnes qui ont un pouvoir mystique très élevé, des personnes qui sont nées pour être initiées. Donc, il faut cesser déjà des personnes qui sont généralement ciblées pour être offertes en sacrifice à l'entité en question. Maintenant, lorsque la personne est repérée, il y a un sort d'encerclement, c'est ça, je crois que c'est ça le mot. Bref, il y a un sort qui permet de cadrer qui permet de faire un cercle d'un diamètre d'environ 12 km, c'est généralement 12 km autour de la personne. Lorsque vous faites ce rituel sur la personne, généralement le sort s'implante selon l'endroit où elle dort. Donc, là où elle dort, dans un rayon de 12 km, elle est encerclée en fait. Donc c'est la base, c'est dans cet endroit-là que lorsqu'elle va se trouver au moment opportun, l'entité va profiter pour frapper la personne. Lorsque la personne a déjà été encerclée, comment est-ce qu'ils font pour la tuer? Dans d'autres cas, on peut passer par la technique d'un empoisonnement pour que la mort soit effective, pour que la mort soit réelle. Donc là, c'est lorsqu'on veut faire le sacrifice pour faire booster son taux éthérique, pour faire booster ses pouvoirs mystiques. Mais dans le cas où on veut obtenir les richesses matérielles, on fait ce qu'on appelle une fausse mort en fait. On passe par les rites de zombification, car il va falloir réveiller la personne après pour aller l'amener dans des endroits où elle va effectuer des travaux pour vous produire de l'argent. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et lorsque vous avez déjà choisi la personne, les circonstances de la mort ne vous intéressent plus. C'est la confrérie qui va se charger de cela. Lorsque vous avez déjà mis à leur disposition tout ce qu'il faut et que vous avez déjà choisi la personne, vous avez donné ce qu'il faut de la personne, là, la confrérie va décider va trouver le moyen pour prendre l'âme de la personne. Par certains rituels, on peut envoyer certains esprits, faire ce qu'il y a à faire. Soit elle tombe gravement malade, elle part dans les hôpitaux, elle fait tout genre d'examens, on ne voit rien. Dans d'autres cas, même elle fait un accident, elle fait un accident, elle meurt là-bas. Là, c'est dans le cas où il faut vraiment nourrir l'entité pour grandir en pouvoir mystique. Donc, généralement, c'est comme ça. Et maintenant, lorsque la personne a été tuée, après sa mort, si c'est une personne qui a été qui doit passer par l'étape de zombification, il va falloir que la confrérie en question aille sur la tombe de la personne et fasse certains rites pour extirper, pour appeler le corps. On a dit souvent ça, appeler le corps, que le corps sorte de la tombe et vienne les retrouver. Dans la personne se réveille, elle vient. À cet état, elle est à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est dès cet instant que les sorciers en question, en présence du chef suprême des sorciers ou de la reine des sorcières, décident de ce qu'on va faire. Vous, par exemple, ici en Afrique, ici au Cameroun, généralement, lorsqu'on suspecte une mort mystique, il y a des rites qui permettent de, comme on dit souvent, gâter le corps. De manière plus brutale, des personnes préfèrent asperger le corps de la personne d'acide afin que son corps ne puisse plus être utilisable et qu'elle meure réellement. Dans ce cas, l'âme de la personne se retrouve errante, donc il devient ce qu'on appelle un esprit errant. Et dans d'autres cas, lorsque l'esprit est tellement tourmenté, il peut se retrouver en train de posséder les corps, ou alors il peut se retrouver dans un monde parallèle si c'est qu'il a été trop attiré par par ce domaine-là, il se retrouve dans un monde parallèle où il devient ce qu'on appelle aussi une âme errante là-bas. Enfin, généralement, c'est comme ça. Maintenant, une autre méthode consiste à enterrer le mort avec certains talismans dans les mains.
Et lorsqu'on enterre le mort avec ces talismans qui sont confectionnés avec des objets, avec des choses spécifiques que je ne peux pas dire ici, ce sont des secrets des initiés, on enterre le mort avec. Là, lorsque le sorcier viendra appeler le mort en question, il se relèvera, mais cette fois-ci avec la puissance pour combattre ces sorciers-là, ou alors avec l'intention d'aller chercher la personne qui l'a tué. Généralement, quand on met le talisman à côté de lui, on met une machette, soit un couteau, soit un fouet, pour qu'il puisse aller se venger. Et la façon la plus, on va dire, la plus violente pour se venger lorsqu'il y a eu ce genre de cas, on enterre généralement la personne avec un chat qu'on a totémisé et on a fait certains rites. On pose le chat sur la poitrine de la personne, on l'enterre avec ce chat. Et dans les jours qui vont suivre l'enterrement, de la personne, du défunt, entre guillemets, toutes les personnes qui ont comploté pour sa mort, même si des personnes qui ont même entendu sans savoir même comment ça s'est passé, donc des personnes qui étaient même au courant qu'il pouvait être tué, vont aussi le suivre dans la tombe. Donc voilà encore d'autres façons de protéger, que les initiés trouvent pour éviter que la personne en question n'aille se retrouver dans les mondes parallèles pour travailler là-bas. Et quand maintenant la personne qui est entrée dans cette secte-là, qu'on peut prendre de femme-là, ne parvient pas à faire des sacrifices, généralement, elle est punie par la confrérie, elle est punie par l'esprit en question. Soit ses activités dégringolent, soit il devient fou, soit il perd tous ses biens. Mais dans la plupart des cas, généralement, c'est la mort qui s'ensuit. Et quand vous entrez dans cette société secrète, la première des règles est la règle de fidélité et de non-divulgation des secrets de la confrérie. Donc quelqu'un qui est réellement dans ça ne viendra jamais vous dire qu'il est dans ça, en fait. Ne viendra jamais vous dire. Maintenant, comment on fait pour le suspecter? Comment on fait pour savoir qui est dans ça? De manière commune, on dit souvent quand une personne commence à s'enrichir et pendant son enrichissement, on se rend compte que les gens meurent trop dans son entourage proche. Donc, on va se poser des questions. Ou alors, lorsqu'une personne commence à trop s'isoler, et on se rend compte que les gens meurent trop autour d'elle, là aussi, on suspecte cette personne parce que quand tu obtiens le pouvoir de sorcellerie, dans le pouvoir du sorcier, quand tu deviens un sorcier accompli, tu es plus lié à ce bas monde-là, à ce bas astral. Donc, ce qui veut dire que ce monde actuel, ce monde physique te dégoûte même en fait. Vous allez voir ces personnes généralement dorment très tôt. Ou alors elles ne se mélangent pas trop avec les gens. Pas parce que elles sont trop réservées, mais parce qu'elles ont hâte d'aller se retrouver dans les mondes parallèles où elles sont des reines et des rois en fait. Donc c'est pour ça. Maintenant, peut-on sortir de cela? Bon, c'est pas facile. Mais pour sortir de cela, la première des choses est d'abord de trouver quelqu'un de compétent qui pourra réellement vous aider. Et maintenant, la personne qui devra vous aider, vous devrez faire appel à des égrégores qui sont supérieurs à la puissance de l'esprit, qui est l'esprit divin de cette confrérie des sorciers-là. Donc, il faudrait d'abord que l'énergie qui va travailler pour t'extirper de cela soit au-dessus de l'énergie de cette confrérie et que la personne que tu as contactée soit réellement compétente. Et lorsque tu as contacté cette personne, que tu as déjà cette assurance, que tu as déjà cette protection de toutes ces énergies-là, il faudrait d'abord passer par la phase de confession. Donc tu dois te confesser, dire tout ce que tu as fait de mal et tout, tu dois parler. Après t'être confessé, tu dois te confesser aussi devant les gens à qui tu as fait du tort. Donc tu vas te confesser devant eux. Après ça, maintenant, on pourra commencer les rites pour te faire sortir de là. Et généralement, quand tu sors de là, on te demande de changer de vie en fait. Parfois même tous les biens que tu as acquis lorsque tu étais là-bas sont dilapidés par ces sorciers-là. Donc tu te rends compte que tu as construit un immeuble, du jour au lendemain, il n'y a même plus de locataires dans l'immeuble commence à se dégrader. Parfois même les murs se fissurent, il y a peut-être, bref, il y a toujours ce genre de choses. Tout est bien